Bienvenue à nouveau au balado Principes de base du financement, explication du financement fondé sur les coûts du SPAGJE, dans lequel nous démystifions le financement fondé sur les coûts du système pan-canadien d'apprentissage et de garde de jeunes enfants, un épisode à la fois. Je suis Paulina, votre hôte, ici pour vous guider à travers les complexités du financement et de ce qu'il signifie pour les fournisseurs de services de garde d'enfants. Mais voici la surprise! Nos invités spéciaux, qui nous aideront à démystifier ces sujets, ne sont pas des êtres humains. Ce sont des voix générées au moyen de l'intelligence artificielle qui ont le don de décomposer les choses, analyser les chiffres et peut-être même faire preuve d'un certain humour numérique. Cette série limitée a pour but de clarifier les principes fondamentaux du financement. Décodons donc le SPAGJE avec l'aide de voix qui ne se laissent jamais. Laissons la parole à nos invités spéciaux. Bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui. On plonge dans un sujet vraiment clé pour les services de garde, la gestion des fonds SPAGE. Oui, bonjour. On va examiner de près les dépenses qui sont permises, puis aussi comment faire les déclarations. L'idée, c'est vraiment de clarifier comment utiliser ces fonds-là. C'est de l'argent public, après tout, il faut être responsable. On parle bien des services de programme autorisés de garde d'enfants, le SPAGE. Tout à fait. Puis la source mentionne une espèce de règle d'or, là. Chaque dépense doit être appropriée, attribuable et raisonnable. Approprié, attribuable, raisonnable. OK. Ben oui, c'est pas juste des mots, tu sais. Ça veut dire que la dépense, elle doit avoir un lien direct, logique avec le service de garde. Il faut pouvoir la relier clairement au financement SPGE reçu. D'accord. Puis, ben, le coût doit être juste. Pas trop cher, pas déraisonnable. C'est vraiment la base là, pour bien gérer l'argent. OK, ça c'est clair. Voyons voir plus concrètement les exemples que la source donne pour les dépenses qui sont généralement acceptées. Oui. On parle des salaires, bien sûr, et les avantages sociaux du personnel. Ça va de soi, j'imagine. C'est souvent le plus gros poste, effectivement. Le personnel qualifié, c'est essentiel. Exact. Ensuite, les fournitures pour le programme, le matériel pour les activités des enfants. Oui. Le matériel éducatif, les jeux. Le loyer aussi, ou les coûts liés au bâtiment, les installations. Mhm. Les services publics, comme l'électricité, le chauffage. Les frais administratifs. Une certaine portion, j'imagine. Puis même le perfectionnement professionnel, la formation pour l'équipe. Oui, exactement. L'idée générale qui ressort, c'est que si un coût aide directement à offrir le service de garde, puis que ça respecte le budget qui a été approuvé, ben, il y a de fortes chances que ce soit correct, que ce soit admissible. Donc, il faut voir ça comme un cadre, pas juste des règles plates. C'est ça. Un cadre pour bien utiliser l'argent pour les enfants, au fond. Bon, savoir ce qui est permis, c'est une chose. Mais ce qui n'est pas permis, c'est tout aussi important pour ne pas avoir de problème. Absolument. La source liste des exemples. Comme les dépenses personnelles, évidemment, ça, non. Ben non. Mais aussi les gros achats, là, comme l'équipement majeur, les rénaux, les immobilisations, c'est ça le terme. Oui, les acquisitions d'immobilisation, faut une approbation avant, sinon c'est non. OK, faut pas se lancer là-dedans sans demander. Puis aussi les coûts qui n'ont pas rapport avec la garde d'enfants, les articles de luxe ou, trop chers. Oui, le gros bon sens, là. Et attention à ne pas réclamer deux fois la même facture si on a d'autres subventions. Le double financement, là. Exactement. Ce qui est vraiment souligné, c'est l'importance de vérifier. Si on a un doute sur une dépense, est-ce que c'est correct ou pas? Ben, faut pas rester avec le doute. La recommandation, c'est clair, on consulte les lignes directrices officielles ou on appelle la personne contact à la ville. Mieux vous prévenir que guérir, comme on dit. C'est exactement ça. C'est une protection pour éviter les mauvaises surprises plus tard. Une question de trop, c'est mieux qu'une dépense refusée. C'est un bon conseil. Puis cette rigueur-là, ça nous amène direct à la déclaration. Oui. L'idée aujourd'hui, c'est de démêler un peu ce qu'on sait déjà puis ce qui s'en vient. Parce que même si on attend les détails officiels des services à l'enfance plus tard cette année, c'est quand même important de comprendre les grands principes dès maintenant, non? Absolument. On va explorer la compréhension actuelle de tout ça. L'objectif, c'est moins de deviner le formulaire exact que de saisir, mettons, la logique derrière. On parle quand même de responsabilité financière, avec des fonds publics importants, c'est crucial. OK, parfait. Commençons par les exigences de déclaration. Bon, décortiquons ça un peu.
Au premier abord, ça peut avoir l'air juste de la paperasse, tu sais. Mais c'est pas mal plus que ça. C'est vraiment une question de montrer qu'on est responsable, transparent, de montrer où va l'argent public concrètement. En général, il faut s'attendre à devoir déclarer le montant reçu, ça c'est sûr, mais aussi un détail assez précis des dépenses, genre où chaque dollar est allé. Il faut aussi parler des surplus s'il y en a, fournir les preuves, évidemment, les factures, les paies. Les pièces justificatives, ouais. Exactement. Puis souvent, il y a une attestation annuelle pour confirmer que tout est conforme. Ça a l'air standard, mais le niveau de détail peut être assez poussé. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi on demande ce niveau de détail-là. C'est pas juste un exercice comptable, là. Le but, c'est vraiment de faire un lien direct puis vérifiable entre l'argent donné et les services qui sont réellement offerts. Il y a souvent une autre couche. Les détails précis, puis les dates limites, ça va venir de leur municipalité qui agit comme intermédiaire. Voilà. Bon, passons à l'autre gros morceau, les rajustements de financement en cours d'année. Les choses changent, hein? Le nombre d'enfants, les heures d'ouverture, le financement doit pouvoir suivre ça. Puis il ne faut pas oublier que ce modèle de financement basé sur des coûts réels, c'est quand même nouveau pour beaucoup de monde, c'est en implantation. Oui, et ça, c'est vraiment un point central. Si on prend un peu de recul, on voit clairement un système qui est en train de se structurer, qui cherche un peu ses repères. Passer un financement basé sur les coûts réels, ça change la donne par rapport aux anciennes allocations plus forfaitaires, disons. En fait, ça demande une adaptation de tout le monde. Les fournisseurs qui doivent suivre leurs coûts différemment et les instances gouvernementales qui doivent mettre en place des processus d'ajustement. Des processus qui doivent être souples, mais rigoureux en même temps. Puis ça, forcément, ça prend du temps. Ça peut créer de l'incertitude à court terme. Donc, même si on sait qu'un processus officiel va arriver pour demander des mises à jour de financement, puis c'est important, hein, ça ne sera pas automatique, là. Il faudra justifier la demande. Oui, justifier et argumenter. Exact. Mais l'info clé ici, c'est faut pas attendre ce processus formel si on a des gros changements qui affectent les opérations maintenant. La recommandation, c'est de contacter les services à l'enfance tout de suite. Absolument. Et cette communication proactive, même s'il n'y a pas encore de formulaire officiel, c'est plus qu'une simple recommandation. Je dirais que c'est presque une nécessité stratégique. C'est le défi typique des périodes de transition, malheureusement. L'intention derrière tout ça, c'est d'avoir un financement plus juste, plus adapté à la réalité. Mais le chemin pour y arriver, oui, ça demande de la flexibilité puis plus de communication des deux bords. Bon, si on essaie de résumer les points clés de ce qu'on a vu dans la source. Oui. Premièrement, la règle est 3 mots pour les dépenses. Approprié, attribuable, raisonnable. C'est ça. Deuxièmement, faut être super rigoureux avec les papiers, garder toutes les preuves. Essentiel. Troisièmement, respecter les dates limites pour envoyer les déclarations. Très important, les échéances. Puis finalement, s'il y a des changements ou des difficultés, il faut communiquer vite avec ceux qui donnent les fonds. Faut pas rester dans son coin. La communication, c'est la clé souvent. Voilà, je pense que ça couvre bien les grandes lignes de la gestion des dépenses et de la déclaration pour le SPAGE, tel que c'est présenté dans la source qu'on avait. Oui, ça donne une bonne idée, puis juste pour laisser une petite question en suspens pour réfléchir un peu plus loin. Au-delà de juste s'assurer que les dépenses sont correctes, là, admissibles et raisonnables, comment est-ce qu'une analyse peut-être un peu plus poussée de ces mêmes dépenses pourrait nous aider à trouver des moyens d'être encore plus efficaces ou d'améliorer les services aux enfants tout en restant dans le même budget? C'est une piste de réflexion, je pense. C'est tout pour cet épisode des principes de base du financement. Explication du financement fondé sur les coûts du SPAGJE. J'espère que vous avez trouvé la discussion d'aujourd'hui enrichissante et qu'elle vous aidera à naviguer avec conscience dans les complexités du système pan-canadien d'apprentissage et des gardes de jeunes enfants. Si vous avez des questions, des idées ou des sujets que vous aimeriez que nous explorions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes où nous continuerons à décortiquer le financement de façon claire et accessible. À la prochaine fois! Je suis Paulina et je vous remercie de m'avoir écouté.